Amis téléspectateurs, c'est une grande joie de vous retrouver devant vos petits écrans, en nous espérant très nombreux pour suivre Forum AGEM. Forum AGEM reçoit pour vous aujourd'hui deux éminents économistes. L'un représente toute une mémoire économique de la RDC et l'autre, on peut dire, représente l'avenir de l'économie de la RDC. Nous recevons pour vous le professeur François Kabouya Kalala. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur Jean-Louis. Et le doctorant Jean-Paul Sassa. Bonjour, Jean-Paul Sassa. Bonjour, monsieur Jean-Louis. Nous les recevons parce qu'ils sont l'auteur d'un ouvrage intitulé Macroéconomie, fondements, microfondements et politique. Et cet ouvrage a connu son vernissage le samedi 7 juillet par le Premier ministre honoraire Matata Ponyo. Nous suivrons justement au début de cette émission un reportage ici afférent. Et donc, ils vont, durant cette émission, nous parler de cet ouvrage, comment ils l'ont écrit, qu'est-ce qui les a poussés à les écrire, et qu'est-ce qu'ils apportent à la science, aux économistes congolais, pour la recherche, pour les étudiants. Et si il faut parler de nos deux invités, on peut rapidement dire que le professeur Kabouya Kalala, François, est professeur à l'université de Kinshasa, à l'université protestante. Il est titulaire des cours de macroéconomie, d'économie bancaire, de technique de la prévision, de programmation financière et bien d'autres. Il a un CV très lourd parce qu'il a été directeur de cabinet au ministère des Finances, Économie et Budget. Encore une fois, directeur de cabinet. Il a été coordonnateur du comité technique des réformes, la cellule qui s'occupe en fait jusqu'à aujourd'hui, s'occupe des réformes au niveau du ministère des Finances avec les partenaires extérieurs. Et il a été consultant. Il est notamment détenteur d'un master de l'Université de Californie du Sud à Los Angeles aux États-Unis en 1870. Et il est docteur de l'Université de Montréal au Canada en 1976. Donc il a toute une histoire et parler de lui ferait un ensemble de plusieurs émissions. Quant au Jean-Paul Sassa, je vous ai dit qu'il est vraiment l'avenir parce qu'il est candidat doctorant de l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Et il est également l'initiateur du laboratoire d'analyse de recherche en économie quantitative, l'AREC, en sigle, installé à Kinshasa, en RDC, depuis le décembre 2011, si je ne m'abuse, à l'université protestante au Congo. Et donc, en plus des recherches en économie, il a eu d'autres fonctions, notamment à la primature. Et cela, lui aussi, déjà jeune, mais déjà avec un CV lourd. Mais d'emblée, d'abord, vous allez remarquer que c'est, comme le prof l'a dit et le dira, c'est un passage un peu de témoin. C'est une génération et demie pratiquement qui les sépare. Et justement, d'où la question qu'un professeur chevronné, parce que 40 ans, plus de 40 ans de profession universitaire, un jeune universitaire, pratiquement dans quelques mois ou années professeur, comment vous avez pu travailler ensemble? Comment, vu cet écart d'âge, de génération, vous avez pu fusionner pour arriver à faire cet ouvrage? C'est une question vraiment intéressante. Je dirais que ce qui nous a réunis et qui continue à nous réunir, c'est d'abord la passion de la macroéconomie. J'ai découvert M. Sassa il y a quelques années comme étudiant, parmi nos meilleurs étudiants. Ceci a continué, bien sûr, puisqu'après il est devenu assistant, il est allé faire son programme de 3e cycle, et maintenant il finalise pratiquement son doctorat au Canada. Donc ce qui nous a réunis, c'est beaucoup plus la passion de la macroéconomie. L'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, c'est un ouvrage qui date, plutôt les premiers textes datent de 2010. Il a été parmi ceux qui m'ont encouragé à le faire. Et je dirais que j'ai beaucoup plus bénéficié de sa fraîcheur, sa jeunesse et son dynamisme. En tout, il faut dire que c'est un peu le produit de cette contribution-là. D'accord. Et le professeur Sassa, quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, comme le prof l'a si bien dit, le projet date d'avril 2010. À l'époque, j'étais son assistant au cours de macroéconomie. Alors, il était prévu que le prof s'occupe de la partie théorique, puisque moi j'étais un nouveau diplômé, je n'avais pas la pleine maîtrise des théories macroéconomiques. Et moi, j'allais m'attarder à
trouver des applications, des exercices pour illustrer les théories qu'allaient présenter les profs. Et par après, en 2012, il s'est fait que j'ai une opportunité pour aller poursuivre mes études doctorales. Et c'est à ce moment-là que le prof a demandé qu'on essaie de réadapter les contenus de l'ouvrage en tenant compte de ce qui s'est fait sur la frontière de la recherche et d'autre part en tenant compte des réalités congolaises. Et donc ce changement de cap dans la structure de l'ouvrage a pris plus de temps que prévu, puisque le prof avait proposé cette reformulation du contenu du livre, même du titre. C'était en début 2013 et on y a travaillé 2013 jusqu'en 2018 où l'ouvrage a été publié. Donc cela a fait pratiquement 8 ans de travail. Et donc la collaboration avec les professeurs était en ce sens que on discutait de chaque section et même, je dirais, chaque paragraphe, puisque de nature, le professeur est quelqu'un de très rigoureux. Et donc, si j'avais une idée, je proposais au professeur, et s'il avait de l'avis, il les émettait, et s'il avait une idée également, il les soumettait à mon appréciation. Et il y avait cette interaction dynamique durant cette période de rédaction qu'on peut évaluer à 8 ans de collaboration. Et cette longue gestation a abouti à ce bébé, donc macroéconomie, fondement, microfondement et politique, qui lui-même a été offert au public grâce à son baptême, qui a eu lieu, je disais, le 7 juillet 2018 à l'Université protestante. Et donc nous vous proposons, très chers téléspectateurs, ce reportage. Restez bien fixés sur vos chaises et suivez ce reportage, nous revenons juste après. Les étudiants et économistes congolais recourent le plus souvent aux manuels étrangers. Ils peuvent maintenant compter sur macroéconomie, fondement, microfondement et politique, rédigé en 652 pages par le professeur François-Xavier Kabouya Kalala et le doctorant Jean-Paul Sassa. Il a été baptisé par le Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo. Macroéconomie, fondement, microfondement et politique. Que votre contenu ne serve pas à cacher la science aux étudiants et aux chercheurs. Comme le disait quelqu'un, si vous voulez cacher la vérité, mettez-la dans les livres. Mais ici, je crois, les deux chercheurs ont écrit pour que cette science puisse servir à éclaircir les domaines des questions économiques en RDC et dans le monde entier. Les deux auteurs livrent leurs impressions. Je me sens satisfait dans le sens que, voilà, après plusieurs années d'enseignement de la macroéconomie, il faudrait quand même laisser quelque chose pour améliorer ce que nous donnons comme contenu à nos étudiants. Notre objectif, c'était de produire non pas simplement un ouvrage qui puise des théories étrangères, mais plutôt de combiner ce qui s'est fait sur la frontière de la recherche, de le mettre en relation avec les réalités des pays en développement et particulièrement les réalités congolaises. Le professeur Florent Moukeni a commenté la partie sur les microfondements et a planché sur l'outil économique utilisé. Les modèles macroéconomiques doivent se baser sur des fondements microéconomiques, c'est-à-dire sur des mécanismes qui, à travers les comportements des ménages, des firmes, de la Banque centrale et du gouvernement, permettent de fonder les agrégats macroéconomiques. C'est un bon ouvrage, d'abord parce que justement ça porte sur la macroéconomie moderne, qui justement demande qu'on lit les fondements microéconomiques des modèles macroéconomiques. Deuxièmement, je trouve que l'ouvrage est assez bien illustré, mais il manque quand même certaines illustrations de certaines parties de l'ouvrage. Sinon, c'est bien illustré. Et puis, pédagogiquement, l'ouvrage permet vraiment de faire l'apprentissage de la macroéconomie, et ce, sur 3 cycles universitaires, la maîtrise, le doctorat et la licence.
Je crois que l'économétrie devait être plus utilisée dans la partie microfondement. Justement, là, comme je l'ai dit dans mes commentaires, on est limité par l'absence de données. Le professeur Tiker Tiker de l'Université de Kinshasa a félicité les deux co-auteurs pour ce manuel. D'abord, il faut féliciter les deux professeurs. Il y a rarement de publications dans le domaine de macroéconomie. On en parle beaucoup et il y a des enseignements qui sont donnés au niveau de l'université. Et il était important de pouvoir disposer d'un manuel. C'est pratiquement un manuel, comme il l'a dit, un manuel à tous les niveaux, licence, maîtrise et doctorat. Je crois que c'est un enseignement très très important. C'est un ouvrage très intéressant, bien sûr assez volumineux, mais un ouvrage intéressant puisque dans ce domaine, nous n'avons pas beaucoup de publications. Cet ouvrage, Macroéconomie, fondement, microfondement et politique, a la particularité d'avoir examiné à la loupe l'évolution de l'économie congolaise de 1960 à 2014. Voilà, merci encore à Étienne Koumba, à Lostine Nyangui pour les images. Et donc nous revenons sur ce plateau pour entrer vraiment dans la matière en demandant, monsieur le professeur, en concret, quelles ont été les contributions, on peut dire, vous avez déjà dit ça, de chacun dans cet ouvrage. C'est vrai qu'il y a eu cette nouveauté, la fraîcheur et d'autres discussions. Mais... Bon, puisque c'est un travail, je dirais, d'équipe, on a commencé d'abord par concevoir ce qu'on mettrait comme contenu. Nous nous sommes mis d'accord sur le contenu. On a réparti le travail en 5 chapitres, plutôt en 5 parties. Il y a une première partie qui est introductive, qui fait un peu un point de vue d'ensemble sur la macroéconomie. Et cette première partie, je crois, elle comporte 4 chapitres que j'ai rédigés et que j'ai soumis aussi à sa critique pour améliorer. Il y a la deuxième partie qui porte sur ce que nous appelons les fondements. En fait, les fondements, c'est beaucoup plus ici la macroéconomie, je dirais, traditionnelle, keynésienne, et améliorée aussi par les néo-keynésiens. Ça fait là également, je crois, 2 chapitres. Dans cette deuxième partie, il a rédigé également 2 autres chapitres pour donner ce qu'on appelle aujourd'hui l'incohérence temporelle des politiques macroéconomiques. Et la troisième partie, c'est cela qui introduit la macroéconomie moderne, les microfondements. Là également, on s'est réparti les chapitres. J'ai fait 2 chapitres là-dedans, je pense, si ma mémoire est bonne, et lui aussi a continué avec les autres chapitres. Donc voilà, c'est un travail d'équipe où on s'est réparti, je dirais, chacune des parties du travail. Il faut dire que la partie macroéconomie moderne a beaucoup plus bénéficié de son apport parce que lui, il est encore tout frais, dans ce sens qu'il est plongé là-dessus. Sa thèse porte aussi sur la problématique de la macroéconomie moderne, la partie donc dynamique. Donc voilà comment ça s'est passé. Voilà. Et donc, comme je le rappelle aux téléspectateurs, cet ouvrage s'intitule Macroéconomie, fondement, microfondement et politique. Et donc, tout simplement, on a demandé à nos invités de nous définir la macroéconomie. Qu'est-ce qu'ils entendent pour qu'on ait un canevas, pour qu'on ait une autoroute sur laquelle nous allons rouler durant l'émission. Je pense que la meilleure façon de comprendre ce que c'est la macroéconomie, c'est de voir d'abord l'économie elle-même. Parce que la macroéconomie, c'est une de 2 branches de l'analyse économique. On peut comparer l'économie à un corps, et un corps qui comprend des organes, et chacun d'organes comprend aussi des éléments, je dirais, élémentaires, comme les cellules. Alors, la macroéconomie, elle voit les choses en grand, étudie le corps dans son ensemble, avec les différents organes qui se complètent. Par contre, la microéconomie va au niveau donc des unités cellulaires élémentaires. Une autre image, c'est peut-être de dire que la macroéconomie, c'est un peu comme quelqu'un qui prend une image d'une forêt. Or, dans une forêt, il y a plusieurs espèces d'arbres. Donc, la microéconomie, elle s'intéresserait à examiner chaque espèce d'arbre qui constitue donc cette forêt-là. Donc, voilà, la macroéconomie, en bref, étudie le comportement de l'économie dans son ensemble. Et la micro, c'est le comportement des entités
élémentaires qui composent cette économie. Et donc par là, vous avez aussi répondu un peu à la question des fondements. Mais est-ce que, on sait que la science est évolutive, que c'est une remise en cause. Est-ce que dans votre ouvrage, y a-t-il une remise en cause de la macroéconomie, soit traditionnelle, ou la macroéconomie remet-elle en cause la macroéconomie moderne? Oui, je dirais que l'objectif de notre ouvrage n'est pas celui de remettre en cause la macroéconomie traditionnelle, puisque le travail a été fait par les économistes tels que Robert Emerson Lucas, Thomas Sargent et même Sims en 1980. Là, vous citez pratiquement la plupart des prix Nobel américains. Oui, sont en économie. Nobel. Et ils sont partis de l'idée d'après laquelle les modèles macroéconométriques traditionnels ne prenaient pas en compte l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Et ce constat a été à l'époque préalablement émis par Milton Friedman et Edmund Phelps dans les années, en fin des années 60. Et après, les économistes tels que Robert Lucas, Thomas Sargent ou Robert Barrault ont formalisé cette idée-là. Et ils ont fourni des preuves analytiques montrant qu'on ne peut pas procéder à une évaluation des politiques économiques alternatives en se basant sur l'approche traditionnelle. Et ces résultats furent connus depuis les années 70. Et dans notre ouvrage, on essaye de présenter toutes ces recettes-là en adoptant une posture plus ou moins pédagogique. Puisque même les auteurs même de cette théorie-là reconnaissent que ces avancées ou cette remise en cause a été très compliquée à digérer par la communauté scientifique. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait qu'il y a un écart agrandissant qui se constate entre ce qui s'est fait au niveau de la recherche et au niveau de l'enseignement. Donc, ce qui fait que les enseignements de la macroéconomie sont restés figés sur les modèles traditionnels, alors que la recherche a adopté l'approche moderne. Alors, dans notre livre, l'ambition n'est pas de remettre en cause les modèles traditionnels, mais plutôt de présenter toutes ces recettes, notamment les modèles traditionnels, et également la nouvelle approche proposée par les économistes que j'ai cités tantôt, Robert Lucas, Sargent et Barrault et autres. D'accord. Et donc, c'est pour ça, en fait, que aussi bien les économistes et les étudiants de faculté d'économie, en fait, on l'a dit dans le reportage, s'abreuvent surtout auprès d'auteurs américains que vous avez longuement exploités. Mais, à votre avis, parce que, comme dit le prof Ticker dans le reportage, c'est pas seulement un ouvrage, c'est un manuel. C'est un manuel aussi pédagogique. Le prof Boukeni l'a aussi répété. Quel profit pourraient tirer les économistes congolais et notamment nos étudiants dans les universités de cet ouvrage? Bon, comme nous l'avons dit également avant-hier lors de la présentation de cet ouvrage, nous sommes partis d'un constat. Sur le marché, il y a beaucoup d'ouvrages de macroéconomie. Mais ces ouvrages s'adressent beaucoup plus aux économies du Nord. Des exemples qui sont donnés dans ces ouvrages pour illustrer les théories portent sur l'économie américaine, française, anglaise, ainsi de suite. En plus, quand vous allez en Amérique du Nord ou bien en Europe, en macroéconomie, il y a des ouvrages qui sont destinés aux étudiants de premier cycle, des cycles intermédiaires et puis jusqu'au doctorat. Bien sûr que là-bas, ils ont la facilité d'acquérir tous ces ouvrages. Mais si chez nous, si on devrait avoir différents ouvrages de macroéconomie à chacun de ces niveaux-là, ça devient difficile. Donc notre première préoccupation, c'était d'abord de faciliter, mettre cette connaissance en un seul livre. Comme je le disais, ça fait 3 livres en un seul, de manière à permettre aux enseignants de choisir les chapitres pour les calibrer selon les niveaux de formation qu'ils veulent couvrir. Donc ça, c'est une des raisons fondamentales, pédagogiques. Alors, lorsque vous allez voir cet ouvrage, là-dedans, chacun des chapitres, par exemple, se termine par une récapitulation. Qu'est-ce que nous avons appris de ces chapitres? Pas seulement une récapitulation pour faire la synthèse, mais aussi une liste de lectures. Quelqu'un qui voudrait approfondir, aller un peu plus loin,
nous lui donnons la liste des principaux articles qui ont été écrits Donc sur la une matière. biographie appropriée. Voilà. Donc, on a donné pratiquement le maximum possible pour faciliter la tâche à nos étudiants et pourquoi pas aux collègues qui enseigneraient cela et pourquoi pas aussi aux praticiens macroéconomistes. Mais justement, en voyant un peu votre démarche, peut-on dire qu'il y a une macroéconomie africaine, ou une macroéconomie occidentale, ou une macroéconomie dans différents continents ou différents pays? En pratique, je ne sais pas, ou en théorie? Oui, c'est une question tendancieuse. À l'époque, on en a parlé avec le professeur. Est-ce que devons-nous intituler notre ouvrage Macroéconomie des pays en développement, ou on doit garder macroéconomie? Alors, on s'est dit, étant donné que notre objectif est d'aborder la méthodologie, elle, en un premier temps, ne dépend pas du contexte géographique, puisque aujourd'hui, la macroéconomie est quantitative. Et donc les outils sont les mêmes, les outils d'analyse sont les mêmes. Oui, dans la réalité, les outils sont les mêmes. Et maintenant, l'exercice à faire, c'est d'adapter l'usage de ces outils en se référant au cadre sur lequel on va appliquer ces théories. Alors, si on veut appliquer un modèle dans un contexte congolais, il faut tenir compte de certaines hypothèses qui expriment les réalités qu'on vit en RDC. Mais cela ne va pas changer la méthodologie de résolution ou d'élaboration de ces modèles. Et cela nous a conduit à garder un titre assez neutre, macroéconomie. Et par après, à l'intérieur, on montre que voilà les outils utilisés pour expliquer les régularités empiriques des pays occidentaux. On peut également l'appliquer après réadaptation appropriée dans le contexte des pays en développement et en particulier dans le contexte congolais. Donc, par exemple, quand on voit qu'il y a des pays développés, interdépendants, en Europe ou aux États-Unis, pendant que chez nous, on va parler d'un pays, d'une petite économie ouverte, oui, ou même très ouverte, par exemple. C'est un très bel exemple. Et donc, cela demande, dans les choix des variables, le poids accordé à ces variables, dans les analyses, etc., en fait, des réaménagements. Tout à fait. Alors, la macroéconomie, on sait, on l'a dit, c'est la globalité, c'est les grands ensembles, c'est les agrégats globaux, mais vous avez parlé des fondements, ça c'est vrai, mais vous avez ajouté les micro-fondements. Alors, il y a quand même qu'il y ait un éclairage sur ça. Pourquoi avoir pris cet aspect de micro-fondement, qui fait même partie du titre de l'ouvrage? Je pense que c'est important de dire qu'avant quelques années, la micro et la macro étaient pratiquement compartimentées. Quand on était en micro, on avait une autre approche, et quand on allait en macro, ça faisait une autre réalité. Or, si on regarde les choses comment elles sont faites, l'économie, elle est la même. Ce qui compose l'économie, ce sont des individus. Alors comment peut-on parler de l'économie et ignorer les individus qui sont les principaux acteurs? C'est ainsi que dans la macroéconomie moderne, on veut corriger cela. Il faut intégrer les deux disciplines parce que l'objet est le même. Il faut partir des micro-fondements pour bâtir l'ensemble de l'économie telle que nous la vivons. Ce sont les décisions des individus qui aboutissent pour donner les grands ensembles, les agrégats dont vous avez parlé. L'inflation, la croissance, la production, l'investissement, ce sont en fait des éléments qui résultent du comportement des acteurs individuels que sont les ménages et les entreprises. Et est-ce que là, est-ce une démarche peut-être néo-keynésienne qui penserait d'inférences microéconomiques, à des conclusions microéconomiques, pour arriver à des analyses microéconomiques, pour arriver à des conclusions macroéconomiques? Ou c'est... Bon, peut-être que Jean-Paul peut me compléter. Oui, comme le prof l'a dit tout à l'heure, à l'époque, il y a de cela 50 ans ou peut-être 70 ans, les économistes analysaient de manière séparée les phénomènes macroéconomiques et les phénomènes microéconomiques. Et cela a d'ailleurs été bien exprimé dans l'ouvrage de Paul Anthony Samuelson dans les années 53. Ce qu'on appelle la première synthèse néoclassique, où la microéconomie était reposée sur les traditions classiques
et la macroéconomie s'est référée aux théories keynésiennes. Et dans les années 60, Milton Friedman et Edmund Phillips se sont rendus compte qu'il y avait une certaine faiblesse au niveau des théories keynésiennes, notamment la fonction de la consommation qui dépendait du revenu courant. Et Milton Friedman a remis en cause cette formalisation en remplaçant le revenu courant par un revenu permanent. Et donc c'était le premier pas vers les recours aux fondements microéconomiques dans l'élaboration des théories macroéconomiques. Et donc, on voit déjà qu'il y a une certaine association entre les principes néoclassiques et les théories keynésiennes. Donc à ce jour, on ne peut pas dire que l'effet de recourir aux fondements microéconomiques relève du paradigme keynésien. C'est plutôt l'effet d'une synthèse. Donc c'est la remise en cause de la première synthèse néoclassique par Milton Friedman. Et cette remise en cause a conduit les autres économistes, notamment Lucas, Sargent ou Barrault, à formaliser leur conjoncture et à élaborer une nouvelle, de nouveaux modèles qui a donné lieu à la théorie macroéconomique classique. Et cette théorie macroéconomique classique a été remise en cause par les partisans keynésiens pour donner lieu à une deuxième synthèse. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de microfondements, cela n'appartient ni à l'approche exclusivement ni à l'approche classique ni à l'approche keynésienne, mais c'est l'effet d'un travail en commun, d'une forme de synthèse qui émerge après les remises en cause et les remises en cause à nouveau. Donc il y a une remise en cause, une deuxième remise en cause qui donne lié à une certaine forme de consensus. D'accord. Allons un peu dans l'actualité économique courante qu'on voit en RDC. On parle souvent, l'habitude d'entendre les commentateurs parler du cadre macroéconomique, de la stabilité macroéconomique. Mais dans la quatrième partie de votre ouvrage, vous évoquez l'équilibre macroéconomique. J'aimerais bien quand même que, à l'intention des Congolais, des téléspectateurs qui nous suivent, que vous puissiez expliquer un peu les deux termes, le cadre macroéconomique et l'équilibre macroéconomique. Bon, vous savez, en économie, nous partons toujours de l'idée de l'équilibre. Ça peut être considéré comme une référence normative. Souvent, je l'ai dit dans les classes, que l'équilibre et la notion de concurrence parfaite, on peut les comparer à ce qu'on appelle dans les religions la sainteté. Personne n'est saint à 100%. Mais on tend vers là. C'est par rapport à la sainteté qu'on peut savoir si nous sommes suffisamment éloignés de cela et quel serait l'effort que l'on doit faire. L'équilibre en économie représente la situation où les uns et les autres sont satisfaits. Un exemple typique. Lorsque vous allez sur le marché, vous voulez acheter quelque chose et qu'il n'y en a pas suffisamment, le désir d'acquérir cela va faire monter les prix. Mais quelque part, il faut que votre désir d'acheter rencontre le désir de quelqu'un d'autre pour offrir. Donc, lorsque les deux parties sont en quelque sorte satisfaites, nous pouvons dire qu'il y a équilibre. Cet équilibre au niveau d'individus peut être rapporté au niveau des marchés dans l'ensemble. Et ce qui se passe sur le marché peut aussi être étendu sur l'ensemble des marchés. Donc l'équilibre macroéconomique n'est pas autre chose que l'équilibre sur les principaux marchés. Le marché du travail, le marché de la monnaie, le marché des produits, le marché du crédit, le marché d'échange, etc. Quand tous ces marchés sont en équilibre, au sens où ceux qui demandent quelque chose rencontrent ce qu'ils peuvent offrir sur ces marchés-là, nous disons que ces différents marchés sont en équilibre. Et si l'ensemble des marchés se trouve en équilibre en termes d'offres et de demandes, bon, nous avons l'équilibre macroéconomique. Évidemment, il se fait que si l'équilibre n'est pas obtenu spontanément, ça peut résoudre à des situations d'insatisfaction. Et cette insatisfaction peut se traduire soit par la montée des prix, soit par les quantités qui sont insuffisantes. Ça dépend de quelle variable s'ajuste la première. Et quand l'équilibre, ce déséquilibre devient permanent, on parle de crise alors? Justement, parce que l'inflation n'est pas autre chose que la manifestation d'un déséquilibre. Le chômage n'est pas autre chose que la manifestation d'un déséquilibre. Et la dépréciation de la monnaie nationale, ce n'est pas autre chose que la situation où l'offre et la demande de devises ne se rencontrent pas de manière satisfaisante. Alors vous voyez, quand on parle du cadre macroéconomique, on a un cadre de référence où on veut avoir l'équilibre partout pour éviter les conséquences en termes d'inflation,
en termes de chômage, en termes de dépréciation monétaire, etc. Donc voilà. D'accord. Et donc, comme on l'a dit, votre ouvrage, votre manuel est comme cet aboutissement, en fait, des théories néoclassiques que vous avez relevées, classiques, des théories keynésiennes, néo-keynésiennes. Et donc, est-ce que la fusion entre tous ces courants, c'est le fruit d'un jeu d'équilibre, c'est le fruit d'une confrontation avec la réalité empirique, la recherche, etc. Oui, il y a, puisque les grandes idées sont émises par les universités. Et généralement, les universités ont des idéologies, bien que ces derniers temps, cela semble s'estomper un peu. C'est plus un peu le fruit de la conviction des chercheurs. Certains chercheurs sont convaincus que l'économie fonctionne en suivant certaines règles qu'on peut comparer à la physique. Et d'autres sont contre cette acceptation. Alors, l'émergence du concept d'équilibre ne résiste pas de la confrontation entre ces deux principaux courants, mais plutôt sa conception diffère des uns par rapport aux autres. Alors, si on prend les cas des économistes classiques, ils admettent que sur chaque marché, il y a l'équilibre entre l'offre et la demande. Ils parlent d'idée d'après laquelle un modèle peut reposer sur des hypothèses réalistes, mais ces conclusions peuvent nous aider à mieux comprendre la réalité. Et donc, on va juger la pertinence de ces modèles non pas par le réalisme de ces hypothèses, mais plutôt par la pertinence de ces conclusions. Alors, de l'autre côté, les keynésiens sont contre cette conception. Donc, ils se disent d'emblée, dans la réalité, on n'observe pas l'équilibre entre l'offre et la demande pratiquement dans tous les marchés. Et donc, ils se disent, ok, nous sommes d'accord avec vous, chers amis nouveaux classiques, mais c'est des points de vue outils, mais du point de vue équilibre, nous ne sommes pas d'accord. Donc, nous, on introduit des frictions dans nos modèles, mais on va utiliser les mêmes outils que vous, et on va voir quels seront les résultats qui vont donner nos modèles. Et donc, c'est plus dans la conception de la notion d'équilibre par les uns et les autres où se posent les problèmes, et non dans la définition de l'équilibre elle-même. Je voudrais revenir et prolonger cette notion d'équilibre, parce que ça a des conséquences du point de vue politique économique. Si vous prenez sur le plan doctrinal ce qu'on appelle les classiques, les néoclassiques, ils pensent que dans l'économie, il y a des mécanismes qui favorisent de manière naturelle quelque chose de mécanisme autorégulateurs. Tout à fait. Donc on peut obtenir l'équilibre de manière automatique. Ce qui n'autorise pas l'intervention de l'État. Parce que si les marchés peuvent s'équilibrer par eux-mêmes, pourquoi l'État interviendrait? Parce qu'en intervenant à ce moment-là, il ajoute des éléments de distorsion. Alors, les keynésiens pensent que cet ajustement automatique n'est pas toujours là. Il y a beaucoup de frictions qui peuvent empêcher que les prix bougent suffisamment et à temps pour que l'équilibre soit résolu. D'où l'État doit intervenir. Je parlais par exemple ici des conséquences du déséquilibre en termes de chômage. Les classiques auraient constaté que le chômage ne peut être qu'un chômage volontaire. Donc l'État n'a pas interféré avec ce que les gens choisissent librement. Tandis que les keynésiens disent mais non, il peut y avoir des frictions qui font que les gens n'arrivent pas à trouver du travail parce qu'il y a des problèmes sur le marché du travail. L'État devrait intervenir par des politiques appropriées, budgétaires ou monétaires. Donc voilà l'essence de ce déséquilibre. D'accord. Donc je rappelle quand même le titre de l'ouvrage. J'espère que ça va devenir une habitude chez les Congolais, surtout de nos étudiants, nos chercheurs. Donc macroéconomie, fondement, microfondement et politique. Mais cet ouvrage a la particularité de se pencher, étant donné qu'il est écrit par les Congolais, sur l'évolution de l'économie congolaise de 1960 à 2014. Pratiquement presque 55 ans d'évolution de l'économie, ce qui permet de voir l'évolution de l'économie à long terme, de le voir en termes de train de tendance. Mais justement, à la lumière de la macroéconomie, quelles sont les leçons à tirer de l'évolution de l'économie congolaise de 1960 à 2014?
Notre ouvrage est parti de deux idées fondamentales. La première idée, c'est de dire que l'économie n'évolue pas de manière linéaire. Il y a des hauts et des bas. Et ces hauts et ces bas peuvent s'accompagner d'un certain nombre de problèmes à caractère économique et pourquoi pas social, comme l'inflation et le chômage ne laissent pas la société, je dirais, tranquille. Alors, d'où viennent justement ces perturbations, ces hauts et ces bas? Logiquement, l'économie subit des chocs, un peu comme le corps humain. La santé, elle est aussi compromise par des invasions microbiennes, virales, etc. Si le corps a un système immunitaire suffisamment fort, il peut se défendre. Mais les délais de recouvrement, ça dépend aussi d'un chacun. Il y en a qui se mettent sur les pieds une semaine après, il y en a d'autres peut-être 3 jours. C'est ça le système immunitaire. Donc l'économie, c'est à peu près cela. Il y a des invasions, il y a des chocs qui s'abattent sur l'économie. Est-ce que l'économie est capable de recouvrer par elle-même ou pas? Parler de chocs qui peuvent être internes et ou externes. Qui peuvent être externes. Alors, le cas de l'économie congolaise est particulièrement intéressant. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, nous sommes une petite économie ouverte, mais une économie qui dépend forcément de la bonne santé du secteur minier. Mais le secteur minier, lui aussi, il subit des chocs. Par exemple, lorsque les cours des produits miniers sont en baisse, nous ressentons cela ici chez nous. Alors, le rôle, justement, d'avoir une politique, c'est comment vaincre ces différents chocs-là. Peut-être pas les vaincre à 100%, mais comment les maîtriser. Alors, le recours, justement, à cette analyse dynamique nous permet de voir quel type de politique nous pouvons mettre en place pour tempérer les fluctuations au jour le jour, d'année en année, mais surtout sur le long terme, pour inciter une économie à avoir un taux de croissance à la fois durable et très fort. Et qui ait des implications sur les autres politiques sectorielles, comment diminuer la dépendance par rapport à l'extérieur, comment bâtir une industrie compétitive pour soit des exportations, pour l'intérieur, etc. Et bien d'autres choses. Alors, mais, ce serait tendancieux peut-être ce que je posais, mais est-ce que la macroéconomie peut-elle sauver la RDC? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Paul? Dans d'autres termes, c'est un peu provocateur. Êtes-vous utile à quelque chose pour la RDC? Ok. Oui, comme vous le savez bien, dans les théories de la croissance, il y a des auteurs qui ont pu établir que la recherche et le développement est un facteur qui est déterminant dans l'explication, dans les processus d'enrichissement d'une nation. Et donc, la question est en réalité provocatrice, puisqu'on peut le voir de deux sens. Premier sens, du point de vue théorique. Donc, nous avons des chercheurs qui s'attachent à élaborer des théories et des modèles sans pour autant tenir compte de la réalité, c'est-à-dire ils se focalisent sur l'élégance des résultats. Et d'autre part, il y a des chercheurs qui veulent voir comment tirer profit de ces théories existantes et les mettre en pratique pour améliorer tant soit peu le vécu quotidien de la société. Et donc, je dirais oui, la macroéconomie en tant que science, elle peut aider à améliorer tant soit peu le vécu quotidien de la population par la prise, par exemple, s'il faut prendre des décisions, des mesures de politique économique. Et si on n'a pas, on recourt pas aux bons outils, ou si on n'a pas la bonne documentation de l'histoire économique, on va prendre des décisions qui seront erronées. Et donc, par là, je peux dire, du point de vue scientifique, mais également du point de vue sociétal, la macroéconomie peut aider à améliorer tant soit peu le vécu quotidien de la population. Monsieur le professeur professeur François Kabouya, Monsieur Jean-Paul Sassa, je vous remercie. J'étais très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit des éminents économistes. Et j'espère que cette émission vous a plu, très chers spectateurs. Mais je m'adresse maintenant aux étudiants en économie, parce que je suis aussi un ancien étudiant d'économie. Et donc, j'espère que vous suivrez cette émission, qu'on verra AGEM, l'agence Galaxy Media, veillera à ce que des copies soient livrées aux universités pour que vous puissiez les suivre
que vous puissiez vous abreuver et surtout faire un effort pour lire cet ouvrage. Il ne coûte que $100 pour plus de 650 pages et plus de 10 ans ou même plus de travail, 10 années de travail. Et donc cela vaut la peine. Il faut aussi un peu faire la pub, mais aussi de vos propres économistes et surtout un appel à tous ces brillants économistes comme Jean-Paul Sassa qui sont à l'étranger, de revenir au pays aussi pour former la jeunesse, pour former tous ces jeunes dans les universités, pour qu'ils soient des brillants économistes et participer à l'éclosion d'un nouveau printemps des économistes congolais qui vont faire de notre pays, c'est un pays développé, un pays émergent, mais aussi un pays où le développement est vraiment inclusif. Encore une fois, un merci pour monsieur le professeur François Kabouya, merci Jean-Paul Sassa et bonne chance pour la thèse, qu'on espère revenir bientôt. Vous m'avez promis que vous allez revenir et je tiens, on vous attend. Très chers spectateurs, c'était un plaisir de vous présenter cette émission Forum AGEM et je vous fixe rendez-vous pour une autre édition de cette émission. Bonsoir, portez-vous bien chez vous. Merci.